Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Et si un jour vous décidiez de tout changer, même de changer de pays, non pas pour changer de métier, mais continuer à le faire ailleurs, c'est ce qu'a fait notre invitée Sandra Muller. Elle a quitté la France pour s'installer à New York. Elle dirige toujours la lettre de l'audiovisuel depuis les États-Unis, mais c'est un vrai changement. On la retrouve dans un instant, mais tout de suite, place à l'actualité. À Toulouse, Emeria, constructeur de nanosatellites, a racheté le fabricant de ballons CNIM Airspace, rebaptisé Emeria Airship. L'entreprise a relancé l'activité de fabrication de ballons dans une usine de 200 mètres de long pour la fabrication justement de grands ballons. Cette nouvelle structure a déjà enregistré des commandes pour 16 millions d'euros et parmi ses clients, le CNES, qui a commandé une centaine de ballons stratosphériques pour des études scientifiques. Voilà une bonne idée. Quelqu'un qui permet la mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment. C'est un peu votre Doctolib. Si vous avez des travaux à faire chez vous et que vous connaissez personne, l'application précise avant les travaux le montant à payer. La start-up prélève 15%. Elle est déployée pour l'instant dans l'Hérault et le Gard avec 500 professionnels qualifiés. Et notre invité aujourd'hui, nous partons à New York. Sandra Muller, bonjour. Bonjour Michel Picot. Alors je rappelle que vous dirigez la lettre de l'audiovisuel, lettre professionnelle destinée justement aux professionnels des médias. Une petite équipe en France dans votre média. Depuis New York, vous dirigez tout. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors il y a une phrase que j'aime bien déjà qui dit la seconde vie commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. C'est une phrase qui m'a beaucoup inspirée en fait. Et moi-même étant déjà d'origine diverse, puisque j'ai des origines asiatiques et noires de mon grand-père et française et celte, j'y tiens. Je suis ce qu'on appelle une sans mêlée et je me suis dit que New York, c'était vraiment la ville où je pouvais me sentir bien en étant de toutes ces origines. Donc c'est un voyage qui s'est préparé sur 1 an et demi, hein. C'est pas un coup de tête, c'est un voyage c'est très compliqué de partir aux États-Unis. Il faut avoir le visa adéquat, il faut prouver que même en étant journaliste, on est un bon journaliste et qu'on n'est pas un scribouillard en gros et qu'on n'est pas qu'on fasse rien d'autre à côté. Donc il faut être reconnu par les autorités françaises déjà. Nous, dans notre métier, vous le savez, on a aussi des dossiers, ce qu'on appelait RG avant. Donc, on doit aussi montrer même notre casier judiciaire pour venir ici. Et moi, en tant que patronne donc, de la lettre de l'audiovisuel, j'ai dû préparer tout ça de manière très consciencieuse. Il faut savoir que la lettre de l'audiovisuel est un journal qui existe depuis 1977, qui est un quotidien envoyé aux patrons de chaînes de télé, de radio, un peu dans la tech aussi, aux médias en général. C'est un journal qui a été créé avant l'AFP. Donc, en fait, il donnait le must de l'actualité aux patrons, aux dirigeants d'entreprise. C'est ce qu'on appelle un B2B. Donc, le journal était déjà reconnu depuis longtemps. Moi, je l'ai racheté pour 1 euro symbolique. Vous avez un scoop, je ne l'ai jamais dit, en 2000. Et donc, j'ai été nursée par mon ancienne entreprise qui s'appelait la SIAC à l'époque et par 2 personnes formidables qui m'ont fait confiance parmi d'autres concurrents qui auraient voulu le racheter, mais on m'a donné ma chance. Et donc déjà, le titre était un titre qui existait. Quand je suis arrivée, je l'ai lancé sur Internet parce qu'il n'était pas sur Internet. C'était un journal bleu hebdomadaire. Il était déjà en quotidien, mais j'ai changé les rubriques. J'ai lancé des interviews quotidiennes. C'est un gros travail. On essaye d'avoir des scoops aussi, ce qui n'est pas évident, mais on a des concurrences Internet, mais on sort souvent des informations en confidentiel. Et le projet, quand je suis arrivée aux États-Unis, on avait déjà notre carnet d'adresses en France. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vraiment voulu aller au plus haut niveau. Donc, le plus haut niveau, c'était la présidence, c'était les ministères, c'était l'Union européenne. Ça, c'était fait. Puis finalement, au bout de 15 ans, je commençais un petit peu à m'ennuyer, à avoir fait le tour. Donc, j'ai décidé de changer de pays et d'explorer d'autres aspects, en fait, et pas que l'audiovisuel, la radio, la télé. Donc, je me suis dit que pouvait être un booster de faire une page américaine par jour avec l'actualité franco-américaine parce qu'on a beau dire, en France, on est toujours tourné plus vers les États-Unis que la Russie ou la Chine.
Donc, ce qui arrive aux États-Unis arrive en France 4, 5 ans, 10 ans après, sauf certaines exceptions. Donc, si je comprends bien, en étant, je dirais, au premier banc aux États-Unis, vous regardez, j'imagine, de nouveaux concepts qui pourraient arriver chez nous sur nos écrans. Et sur les grands les programmes de télé-réalité, je vous dirais que déjà en France, on le sait, mais c'est vrai que par exemple, j'avais parlé de Naked, qui était un programme où une sorte de koh avec tout le monde tout nu. Ça, c'était vu. En ce moment, ce qui est très, très en vogue, c'est les programmes queer, c'est LGBTQ. Ça marche bien ici, mine de rien, ça fait de l'audience. Donc je vois que ça arrive aussi en France. Je ne vous donnerai pas les programmes, mais des tendances. Il y a des tendances D'accord. comme ça qui peuvent se dégager. Là, c'est quand même la tendance en ce moment. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les programmes français de télé-réalité, par exemple, et les Américains, avec 2-3 ans de différence. Mais c'est assez similaire. Voilà. Sandra Muller, dernière question que je ne pouvais pas ne pas vous poser. Vous aviez lancé un hashtag Balance ton porc qui a fait beaucoup de bruit, qui vous a valu beaucoup de problèmes, mais vous aviez ouvert une porte. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors justement, c'est dans le thème de votre émission, puisque je l'ai fait parce que j'étais aux États-Unis, qu'ici on avait une liberté de parole, et j'ai oublié qu'en France, la liberté de parole à l'époque où je l'ai lancée était beaucoup plus, on va dire, cloisonnée et beaucoup moins libre. Ce qui me peine, hein, j'en suis à ce que, en fait, j'ai gagné les 2 procès contre la personne qui me les a intentés. Donc, je l'ai gagné en cassation, j'ai gagné en appel d'abord et j'avais perdu le premier, mais j'ai gagné les 2 autres. Ce qui a ouvert la voie à beaucoup de victimes pour pouvoir se défendre. Par exemple, les victimes de PPDA qui pouvaient être attaquées pour diffamation. Je pense qu'il est plus raisonnable, on va dire. J'entends qu'en France, il y a quand même moins d'attaques en diffamation, donc ça me fait plaisir. Là où j'en suis, c'est que j'ai encore des messages. J'en ai eu un aujourd'hui d'une femme que j'essaie d'aider depuis 2 ans, qui a un dossier qu'elle n'arrive pas à faire sortir en France. Et elle est française avec un grand patron, un énorme patron, et malheureusement, elle a peur que la presse française ne le sorte pas. Donc, on a essayé ici avec la presse américaine, parce que du coup, j'ai beaucoup de relations aussi avec mes confrères américains. Et je suis en France, ce qui se passe, donc j'ai vraiment l'impression de me retrouver d'une sorte de bipolarisation, parce que une sorte de dichotomie, parce que à la fois, je trouve que là, on a effectivement ce dossier horrible avec cette femme qui s'est fait violer par certainement plus de 200 hommes, 92 avérés, dont le procès se tient en ce moment. C'est absolument terrible et ça me retourne le cœur, même si je suis aux États-Unis depuis 12 ans. Ça me retourne le cœur et je vois le backlash qui continue. Moi, ce backlash, je l'ai connu. Ça m'a posé quand même des problèmes de santé, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à diriger mon journal. J'ai été choisie, là d'ailleurs, petite autopromo, dans les 4 journalistes par le Foreign Press Center qui choisit quelques journalistes pour promouvoir le métier de journaliste aux États-Unis. Donc là, c'était vraiment sur le thème journalisme, mais c'est lié, parce que si j'avais pas eu cette liberté de parole que j'ai à l'écrit, j'aurais pas eu cette liberté de parole que j'ai en tweet. Dernier point, changer de vie, ça a été facile pour vous, avec un peu de recul ? Franchement, ça a été facile parce que la mentalité américaine veut qu'on reste toujours positif. Et d'ailleurs, puisqu'on se connaît depuis longtemps, vous avez dû voir, Michel Picot, que je râle peut-être un peu moins, que je suis un peu plus positive. C'est pas évident tous les jours, hein. Après, comme je dis toujours, on a tous ce problème-là en tant qu'expatriés, c'est qu'aux États-Unis, on est des Français. On se ressent comme des Français et on râle comme des Français. On essaye de virer des mauvaises habitudes qu'on a. Et quand on arrive en France, on est des Américains. Et ça, tout le monde, c'est vraiment la position paradoxale. Mais honnêtement, pour moi, oui, je ne sais pas, parce que c'était en moi, en fait. Quand je suis venue dans cette ville, j'avais 17 ans, je me suis dit que j'allais y retourner. Ça a été un projet familial aussi. J'ai eu la chance aussi d'avoir ma famille, mon ex-compagnon, le père de mes enfants qui voulait faire la même chose, mes enfants. Et je trouve que, encore une fois, on fait vite, la vie passe vite. Là, par exemple, je suis partie au Japon, j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup l'Asie aussi. Enfin, on n'a qu'une vie, il faut essayer d'explorer quand on le peut. Merci beaucoup, Sandra Muller, d'avoir répondu à nos questions.
Dans l'Aube, la communauté de communes des Lacs de Champagne veut attirer les entreprises sur le site de l'ancienne base aérienne. Un reportage de Damien Bugeja de Canal 32. Rassembler les forces en présence et faire le point sur les perspectives économiques du secteur, c'est l'objectif du rendez-vous initié par la communauté de communes des Lacs de Champagne. Le 27 septembre, chefs d'entreprise, représentants de la Chambre des métiers, de la CCI ou du conseil départemental étaient réunis sur le site de l'ancienne base militaire de Brienne-le-Château. Un site que Mark Johnson connaît bien. En 1985, le chef d'entreprise installait sa marbrerie dans un ancien hangar. Ici, on est dans un ancien bâtiment militaire de l'OTAN qui a été acheté en 1985. Et donc on est la première entreprise à s'être installée sur la zone industrielle Saint-Christophe. On est au calme, facile d'accès pour les transports et les transporteurs. Et après, voilà, c'est une zone qui s'est dégradée avec le temps. Aujourd'hui, on est quelques entreprises. C'est une zone qui n'a jamais été développée. Seule une dizaine d'entreprises sont aujourd'hui présentes sur le parc d'activités. Une anomalie pour Bruno Desaubry. Le président de la CCLC présentait aux acteurs économiques un vaste plan de réhabilitation. Le site, de par son étendue, a des atouts à exploiter. Il y a 16 hectares de zones d'activité sur lesquelles il y a déjà une partie qui est construite et occupée. Et nous allons nous occuper de toutes les parties qui sont en déshérence. Nous avons besoin de faire tout d'abord un diagnostic de la zone avant de reprendre cette zone. Nous avons fait une convention avec l'EPF Grand Est. L'EPF, c'est l'établissement public foncier Grand Est, qui va nous aider à faire un diagnostic pollution et un diagnostic environnemental sur l'ensemble de la zone. Occupée par l'armée américaine de 1955 à 1965, la base est restée quasiment à l'abandon depuis. Les vastes opérations de nettoyage et de désamiantage nécessaires ont longtemps découragé les porteurs de projets, comme les multiples redistributions de compétences territoriales. Si le terrain est propriété du conseil départemental, depuis 2015 et la loi Notré, c'est la communauté de communes qui a la charge du projet. Ça va nous engager sur plusieurs mandats. On est dans une zone de l'exode rural est très important. Nous avons beaucoup de pertes d'emplois et un vieillissement de la population. Et donc, nous voulons prendre notre destin à bras-le-corps et se dire qu'on va, avec l'ensemble de partenaires, réattirer des entreprises, refaire de l'emploi. Le diagnostic du site doit durer 1 an. Suivront la dépollution, le démantèlement des bâtiments, avant le lancement d'une étude d'opportunité et enfin la construction de nouvelles infrastructures. Un projet de longue haleine qui devrait aboutir d'ici une dizaine d'années. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site de télévision locale ou sur celui de l'émission. On est également disponible en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux radios qui nous diffusent. On se retrouve la semaine prochaine.